La Caisse des Jardins du Cœur-des-Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Cette semaine, à InfoMag, l'Ange Gardien inaugure son nouveau parc des aînés. Mathieu Lacombe de la Coalition Avenir Québec devient le nouveau député de Papineau. On le reçoit en entrevue. Et Jessie Laflamme nous fait la mise à jour culturelle. Bonne émission! Bonjour, je suis Floralie Adam. Bienvenue à InfoMag. La municipalité de l'Ange-Gardien a inauguré son nouveau parc des aînés situé sur le site de Chamboisé. Ce projet d'une valeur de 80 000 a été réalisé en partie grâce à une aide financière de 40 000 du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Pour l'Ange-Gardien, il était important d'investir dans un parc destiné spécifiquement aux aînés de la région pour favoriser notamment l'adoption de saines habitudes de vie dans cette tranche de la population. À l'Ange-Gardien, c'est d'ailleurs 11 % de la population qui est âgée de 65 ans et plus et 44 % de la population qui est âgée de 45 ans et plus. Bien que ce soit seulement la première phase du parc qui a été dévoilée, les aînés peuvent déjà profiter d'aires de détente, de plusieurs jeux et même d'un parcours santé comprenant des modules d'exercice extérieur. La présidente du club Vie active de l'Ange-Gardien, Colette Filion, nous dresse le portrait des activités qui y seront offertes. Nous, on prévoit, c'est sûr, faire des pique-niques. On prévoit aussi montrer aux gens comment jouer à la pétanque, parce que moi non plus, je ne sais pas. Et puis aussi, il y a différents jeux offerts, tout ça. Il y en a qui sont excellents en la matière. Fait qu'on va demander, eux, qu'ils soient nos professeurs. Fait qu'on va faire des groupes. Il y a des madames et un monsieur qui viennent tricoter, crocheter. Fait qu'eux autres, ils veulent venir absolument un lundi matin, ici, quand il va faire beau, venir tricoter. Alors, c'est sûr que même les cours de danse, quand il va faire bien beau, puis tout installé, ça va être plus égal. Là, on commence. On va faire nos cours de danse ici. Il va faire beau, le soleil, on va pas se faire bronzer en même temps. Plusieurs entreprises de l'Outaouais ont été récompensées lors du dernier gala de l'Ordre national du mérite agricole. À l'Ange-Gardien, la ferme maraîchère biologique Chapeau-Melon s'est méritée la 2e place dans la catégorie bronze au niveau régional. Alors que l'entreprise a démarré en 2012 seulement, le copropriétaire François Biron se dit surpris de la récompense. Nous, on s'est inscrit pour avoir un diagnostic sur notre entreprise. On a des juges qui viennent ici pour dire c'est quoi nos forces, nos faiblesses. À la base, c'est la raison pour laquelle on s'est inscrit. Puis de gagner, c'est juste la cerise sur le sundae, là, évidemment. Donc, beaucoup de fierté, beaucoup de surprises. Lorsque les entreprises s'inscrivent comme concurrents à l'Ordre national du mérite agricole, une équipe de juges se rend sur place pour évaluer un ensemble d'éléments. En effet, si une bonne gestion de la production est essentielle pour ce type d'entreprise, la gestion des ressources financières et des ressources humaines l'est tout autant. Mais ce type de concours va même jusqu'à évaluer le rayonnement social de l'entreprise et ses actions à l'égard de la protection de l'environnement. François Biron nous explique quels aspects de son entreprise Chapeau-Melon a pu particulièrement plaire aux juges. Je pense que c'est l'organisation, les données qu'on amasse sur nos fermes, sur notre ferme ici, à propos de tout ce qu'on fait. Le fait qu'on est capable de prendre des vacances quand même aussi. L'innovation, donc au niveau des cultures, au niveau des méthodes de culture, au niveau du temps dans lesquels on a des produits disponibles. Mais on essaie d'adapter nos infrastructures aux nouvelles, à notre marché, puis aux cultures qu'on veut faire. On essaie de pousser les limites. En fait, c'est ça qu'on essaie de faire. Donc, essayer de cultiver des choses qui ne se faisaient pas avant. Puis, utiliser les connaissances agronomiques qu'on a acquises par notre expérience puis à l'école pour justement diversifier l'offre de produits cultivés au Québec. Si les melons de toutes sortes sont bel et bien cultivés à la ferme Chapeau-Melon, en ce moment, on y récolte surtout les courges et les citrouilles. Ce samedi 6 octobre, d'ailleurs, la ferme organise la fête des récoltes, ouverte à tous. La vigilance est de mise chez les automobilistes. Depuis le 3 octobre, plusieurs limites de vitesse ont été réduites dans la ville de Gatineau.
En Basse-Lièvre, plus spécifiquement, une quinzaine de rues sont touchées par cette réduction. Notamment, des tronçons de l'avenue Lépine et du chemin de Montréal passeront de 70 km/h à 60 km/h et même à 50 km/h. D'autre part, la réduction de la limite de vitesse à 40 km/h touchera près d'une dizaine de rues du secteur. Le conseiller municipal de Buckingham, Martin Lajeunesse, décrit dans quel contexte a lieu ces réductions de vitesse. Au mois de juin, on a eu une présentation de nos services à la Ville et on a adopté au Conseil le changement pour que ça soit applicable cette semaine dans plusieurs rues de notre secteur. Secteur Buckingham, on a la rue McLaren, Est-Ouest, qu'on passe de 50 à 40. L'objectif, là, c'est pour assurer la sécurité de nos enfants, des piétons, des gens cyclistes. Moi, j'ai beaucoup de plaintes là, de vitesse, surtout sur ces artères-là, que les gens passent très vite. Alors, moi, j'invite les gens vraiment à observer là, les panneaux de circulation pour ne pas avoir un biais d'infraction. On sait que les gens, quand on voit un panneau de 50, bien, ils montent à 55, 60. Il y en a des fois qui exagèrent aussi. Fait que là, avec le conseil, on a accepté de baisser la limite à 40. Centraide Outaouais a lancé sa campagne de financement annuelle 2018-2019. Cette année, l'objectif est d'amasser un peu plus de 3,5 millions de dollars et d'aider plus de 62 000 personnes vulnérables. Si l'objectif a été réduit de près d'1 million de dollars par rapport à l'an dernier, c'est que Centraide ne comptabilisera plus les sommes données à un organisme intermédiaire du domaine de la santé, l'organisme Partenaire Santé. Pour cette 74e campagne de financement, dans le but d'aider plus de 70 organismes de la région, Centraide compte particulièrement sur le soutien des élus de l'Outaouais. À cet égard, voici ce qu'avait à dire le président d'honneur de la campagne, Lawrence Cannon. Souvent, je répète aux maires que j'ai pu rencontrer jusqu'à date, si jamais Centraide n'existait pas, le problème, le besoin, pas le problème, le besoin se retrouverait sur vos bureaux, dans vos différentes localités, dans les municipalités partout. Alors, il est important d'avoir une implication des élus, je dirais peut-être plus que les autres membres de la communauté, et je compte énormément sur eux. Ils sont assez nombreux dans la région, si on regarde les commissions scolaires, si on regarde les élus municipaux, si on regarde les nouveaux élus qui viennent de franchir, évidemment, l'élection hier soir, au fédéral et partout sur le grand territoire de l'Outaouais, ils sont pas mal nombreux. Alors, je dis, allez-y, épousez la cause, on a besoin de vous. Dans les prochaines semaines, pour une première année, Centraide lancera aussi sa campagne dans chacune des MRC de l'Outaouais. Un nouveau député représentera les citoyens de la circonscription de Papineau à l'Assemblée nationale. Ce nouveau député, c'est Mathieu Lacombe. Je le reçois en entrevue. Après avoir été aux mains du Parti libéral pendant près de 40 ans, la circonscription de Papineau passe maintenant aux mains de la Coalition Avenir Québec et ça se passe avec Mathieu Lacombe. On l'a avec nous. Bonjour. Bonjour. Comment ça s'est passé le 1er octobre dernier d'abord quand vous avez eu cette nouvelle, comme quoi vous alliez être ici avec nous pour 4 ans, certainement? Beaucoup d'excitation. J'ai été très fébrile toute la soirée et je vous dirais que les résultats sont sortis assez rapidement dans Papineau. Donc, ça a vraiment été une surprise. J'avoue, même, j'ai été un peu dépassé par la rapidité avec laquelle les résultats sont tombés parce que, bon, on a terminé quand même avec une belle majorité. Moi, je dis que c'est mon beau cadeau parce que on savait qu'on avait des chances. Je savais que j'avais des chances de remporter Papineau, mais il y avait tellement rien de joué. On savait que ça allait être difficile aussi. Donc, de voir cette belle majorité-là, ben c'est le cadeau de plus. C'est la belle preuve de confiance, puis ça m'a beaucoup touché. Comment ça s'est passé, la campagne? Bien, ça a été long. D'abord, ça a été long. Hein? C'était une longue campagne électorale. Le premier ministre sortant, M. Couillard, avait fait le pari que ça allait peut-être être mieux pour lui, une longue campagne. Donc, on a trouvé ça dur, mais en même temps, c'est tellement excitant aussi de partir sur la route à la rencontre des gens. On a une grande circonscription. C'est pas la plus grande,
mais elle est grande, là. Il y a beaucoup de municipalités. Yeah. Donc, on a fait le tour. On a fait 8000 km à peu près là, en 39 jours. Donc, on s'est promené. Ça a été... On a vu du paysage. Oui, exactement. D'ailleurs, les magnifiques paysages, je peux dire, anecdote, j'ai vécu un petit moment de grâce là, la journée du scrutin, le 1er octobre, de me promener de bureau de vote en bureau de vote. La température était magnifique, beau soleil, c'était frais. Et puis les jours avançaient. Oui, puis là, c'était changeaient. terminé. Puis là, les belles couleurs. Là, on était tout fébrile pour le soir. Ça a été un beau moment, cette journée. Le saut du journalisme à la politique, c'était quelque chose auquel vous pensiez depuis longtemps? Bien, pas de façon active. Je mentirais si je disais que j'y pensais de façon active. Il n'y avait pas de plan de carrière défini, un plan de transition là, vers la politique. C'est toujours un intérêt que j'ai eu. Oui, parce que vous avez une mineure en politique. Oui, vous avez fait exactement. votre bac en journalisme à l'Université d'Ottawa. Et il y a une dizaine d'années aussi, j'ai été dans le monde politique, dans une autre région à l'époque, avec l'Action démocratique du Québec. Mais il y a toujours, à la base de ça, eu le désir de s'engager à l'école, dans les différents comités, dans le journal étudiant, dans le conseil étudiant. Donc, la base, je dirais, la fondation, c'est le désir d'engagement. Ensuite, qu'on fasse du journalisme ou de la politique, la base de ces deux professions-là, c'est l'engagement. Donc, un ou l'autre, ça se ressemble. C'est assez différent, mais ça se ressemble. Vous avez mentionné que vous avez fait partie de l'ADQ. Oui. Ça, c'était à Montréal il y a environ 10 ans. Oui. Ça n'a pas aussi bien été à ce moment-là non, que ça a été moins glorieux. C'est ça, vous êtes arrivé en 4e position, moins de 300 votes. Oui. Comment qu'on s'en remet d'une situation comme celle-là pour finalement avoir l'audace de se représenter à nouveau? Ça n'a pas été long parce qu'il faut comprendre le contexte aussi. Moi, j'étais un jeune militant. J'avais 20 ans à l'époque. Je militais avec la commission des jeunes de l'ADQ. Je travaillais aussi comme attaché politique d'une députée. Donc, je croyais beaucoup en ce parti-là, en une troisième voie qui finalement a réussi à percer cette semaine. Mais à l'époque, c'était encore plus difficile. Donc, quand on m'a demandé à l'époque d'être candidat dans la circonscription de Darcy McGee, disons que je savais que mes chances d'être élu étaient plutôt minimes, très, très minimes. C'est plus un essai. Bien, disons que c'était parce qu'on avait besoin d'un candidat et j'avais envie de tenter l'expérience. Donc, ça n'a pas été très long à m'en remettre. Je comprends. La campagne a été longue, mais les prochaines semaines risquent de l'être peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à apprendre. On ne s'ennuiera pas. On ne s'ennuiera pas. Comment ça va se passer là, dans les prochaines semaines? Là? Bien, disons même dans les prochains jours, là, c'est de se trouver du personnel. C'est de se trouver un local. Bon, est-ce qu'on conserve le même local? Est-ce que ça convient à nos besoins? Là, il y a un local à Buckingham, exactement, à Saint-André-Avelin. C'est ça. On veut garder une représentation dans la petite nation à Buckingham. Donc, est-ce qu'on garde ça? Qui va travailler dans ces bureaux-là? On doit procéder aux embauches. On doit avoir un appartement à Québec. On doit tout vérifier ça en un laps de temps qui est assez serré. Donc, c'est occupé. Puis après ça, c'est le travail politique qui commence. Là. Commencer les dossiers, les rencontres, etc. Est-ce que vous avez de la formation? À Québec, quand on est nouvellement comme ça dans un parti, on est élu député. Parce que c'est une grosse bouchée à avaler. Oui, on a de la formation. On a notre parti d'abord qui nous épaule bien dans la transition. Puis on a aussi un support très efficace, je dirais, de l'Assemblée nationale du Québec. Dès le lendemain de l'élection, on reçoit un appel et puis on se fait aiguiller un peu sur la suite des choses. Excellent. Parlons maintenant davantage des priorités pour Papineau. Oui. Vous avez mentionné à plusieurs reprises pendant la campagne que votre priorité, c'était le développement économique de la région. Oui. Comment vous pensez y arriver? Bien, il y a plusieurs façons parce que le développement économique, ça englobe plusieurs choses. Pour que nos municipalités se développent, je pense peut-être particulièrement à la petite nation où il y a beaucoup de municipalités qui en arrachent. Il faut dire, là, c'est pas toujours rose pour ces municipalités-là. Bien, elles ont besoin de se développer économiquement. Ça passe par plusieurs choses. L'éducation postsecondaire. Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être un deuxième campus régional de l'Université du Québec en Outaouais dans la petite nation après celui de Ripon? Ensuite, ça passe par le tourisme. Beaucoup de maires m'ont parlé du tourisme. J'ai proposé un projet pour les motoneiges. Je pense que ça peut aider. La santé, c'est un service de proximité, la santé. On va l'avoir, notre CLSC? Ben oui. Puis est-ce que moi j'ai fait la promesse de trouver ces médecins-là puis de travailler. Mais en même temps, vous savez quoi? Pendant la campagne, il y a aussi des gens au CLSC, des médecins qui m'ont parlé, des gens qui travaillent là-bas qui m'ont dit, vous savez quoi?
il y a peut-être d'autres solutions aussi. Donc, moi, je suis ouvert en même temps parce que le but, c'est pas de faire un crochet à côté de la promesse pour dire qu'on le fait. Le but, c'est de donner le service aux citoyens. Donc, si ça passe par peut-être une version un peu modifiée de mon engagement, parce que si c'est ce que les gens veulent, bien moi, je suis un gars d'équipe. Vous dites que l'éducation, ça peut aider justement au développement économique. On Ouais. a beaucoup entendu parler des maternelles 4 ans. Mhm. Mais en ce moment, la CSCV vient tout juste de dire qu'ils veulent augmenter leur taux de diplomation à Ouais. 80 % Il est à 67,4 en ce Il faut moment, que si ça je ne me monte. trompe Il faut pas. que ça monte. Mais Ouais. ils veulent faire ça en 4 ans. Est-ce que c'est vraiment réaliste? Bien, il faut travailler. Pour les échéanciers, je pense que la commission scolaire, bon, ce sont des experts dans leur domaine. Je vais les laisser peut-être y aller de leurs prévisions, mais s'il y a bien une chose sur laquelle on est certain, c'est qu'il faut augmenter le taux de diplomation parce qu'on ne s'en sortira pas. Sinon, il faut absolument augmenter ça. Puis moi, je suis fier de dire qu'avec la Coalition Avenir Québec, au gouvernement, bien, c'est une de nos priorités. Monsieur Legault, là, je l'ai côtoyé à plusieurs reprises pendant la campagne, notre nouveau premier ministre. Je pense qu'à toutes les fois où il prenait la parole publiquement, il parlait de ça, l'importance de donner aux enfants la chance de réussir puis de déceler les problèmes d'apprentissage. Donc moi, j'ai très confiance en lui. Merci beaucoup, M. Lacombe. Merci. Au plaisir de vous Au retrouver plaisir. bientôt. Pour tout savoir de l'actualité culturelle dans les prochains jours, près d'ici, on en parle avec Jessie Laflamme. Bonjour. Bonjour Floralie. D'abord, il y a une exposition au Centre d'action culturelle de la MRC Papineau. Oui. Ça s'en vient en mars, mais Oui. déjà, il y a un processus qui se fait maintenant. Oui, c'est le Femme Expo qui était rendu une tradition là, depuis maintenant. Ça va faire la 11e année que l'exposition existe. Et c'est une exposition particulière dans le sens où ce ne sont évidemment que des femmes qui participent. Et ce sont des artistes de tous les styles, donc du recyclage, des photographies, de l'écriture, de l'art visuel, des arts textiles. C'est ouvert à toutes. La seule chose, elles doivent absolument représenter le thème mutation avec leurs œuvres. À chaque année, il y a C'est un ça. thème différent. Chaque année, il y a un thème différent. Cette année, c'est mutation. Pour les femmes qui seraient peut-être moins inspirées, le Centre d'action culturelle pense à tout et a même mis sur son site web quelques éléments en lien avec le thème pour inspirer. C'est ouvert à tous, mais évidemment, c'est pas tout le monde qui peut être choisi, donc il y a un comité de sélection. Les appels de candidature sont ouverts jusqu'au 20 novembre prochain. Il faut soumettre un dossier. Encore une fois, toutes les informations sont sur le site culturepapineau.org, mais c'est évident que l'œuvre doit être en lien avec le thème, c'est le principal critère. Oui, il y a tout un comité de juges qui vont Oui. sélectionner De juges les artistes. œuvres. Voilà. Et voilà. On va parler loup-garou à Oui. Duhamel. Oui, Loup-garou à Duhamel. C'est vraiment particulier. En fait, ce sont deux BDistes, Christian Quesnel et Julien Poitras, qui vont lancer leur œuvre, leur toute récente œuvre, donc Vengeance primitive et Une nuit ensorcelée. Et ces deux récits qui sont inspirés par une légende de loup-garou de Louvigny de Montigny et de Les Anciens Canadiens de Philippe Aubert de Gaspé. Donc, pour ce qui est de Vengeance primitive, l'œuvre de Christian Quesnel, elle sera mise en scène lors de cette soirée le 13 octobre à 19h30 à Duhamel. L'animateur, l'ancien animateur de Radio-Canada, Carl Bernier, fera l'animation. Ensuite, Isabelle Nadeau sera comédienne. Et on a Marie-Pierre Gagné, qui est une violoncelliste, qui va interpréter l'œuvre, dans le fond, qui est inspirée de loup-garou, ainsi que de loup-garou québécois, mais ainsi que de récits d'anthropologues allemands. Le tout sous une trame actuelle. Donc, très hâte de voir. Et le récit se déroule à l'église de Duhamel, donc c'est là que se déroule également le lancement. Et pour ce qui est de Julien Poitras, en fait, il représente la Corriveau, qui est une sorcière qui aurait tué entre 7 et 8 de ses maris. Elle aurait été pendue et son corps se serait retrouvé dans une cage de fer jusqu'à la décomposition. Donc, ça l'a inspiré beaucoup de récits et tout. Ça frappe très l'imaginaire. Et, Ça fait très Halloween ça aussi, fait très là. Halloween, On est dans très le thème du mois d'octobre, Halloween. Tout à fait. Et Julien Poitras est un urgentiste. En fait, c'est un médecin. Il est même le doyen de la faculté de médecine de l'Université Laval. Et depuis les années 80-90, c'est un précurseur au niveau des bandes dessinées dans le milieu science-fiction, mais de type réaliste. Donc, une soirée n'a pas manqué quand même. Ce serait une chance de l'avoir Oui, parmi nous, Julien tout à Poitras. À Facette, Oui, même journée, 13 octobre, Mario Tessier. tout à fait. L'humoriste, là, mieux connu comme une grande gueule, va être de passage à Facette au restaurant La Barque pour un souper-spectacle. Il est possible d'aller seulement au spectacle.
Et ouais, c'est une grosse journée, le 13, 13 octobre. Je comprends. Oui. Parce qu'en plus, le 13, on a une soirée à Ripon. Une soirée à Ripon, c'est une soirée reggae. Donc, encore une fois, souper-spectacle. Le souper va être à l'image du reggae. Ça se déroule à partir de 18h. Pour avoir les informations, autant pour Mario Tessier que pour la soirée reggae, je vous invite à visiter le www.culturepapineau.org. On sort du 13 octobre. Oui. On retourne à Duhamel, Oui. par contre. Grosse fin de semaine à Duhamel. Après avoir le lancement des 2 BD, on a le festival Randonnée en couleurs de Duhamel. En fait, c'est Rando Québec là, qui participe avec la municipalité de Duhamel à cette activité et ça permet de visiter la municipalité, mais ses sentiers surtout. On profite des couleurs de l'automne. On va prendre une marche et on a des randonnées qui partent de 3 km jusqu'à 12 km, donc il y en a pour tous les goûts. Ça se déroule dans le sentier Iroquois, qui est un tronçon du sentier national, parce que Duhamel, quand même, hein, ils ont 2 CEPAC, ils ont la réserve faunique Papineau-Labelle, en plus du centre touristique, mais en plus, ils ont le sentier national. Donc, vraiment une municipalité plein air, ça vaut la peine d'y aller. Il y a une navette qui va se rendre sur place, qui va emmener les gens. On mange directement sur le sentier avec un pique-nique, donc il faut amener son repas. Le Parc national de Plaisance, il ferme sous peu. Oui! Mais il y a une nouvelle fondation, les Amis du Parc national de Plaisance. Ça fait quelques mois seulement qu'ils sont là et ils font une activité de fondation très bientôt. C'est leur première activité. Le principe est très simple. Il s'agit d'une conférence qui va être donnée par le responsable de l'éducation et de la conservation du parc, donc Jean-François Houle, qui va parler des particularités, donc sûrement de la faune qu'on peut retrouver, dont les tortues, qui est l'emblème. Les oiseaux, on en a 160 espèces. Et sûrement les castors aussi, il y a eu des études de cet été. Et les Amis du parc ont comme mandat de promouvoir, de sensibiliser les gens à la promotion et à la patrimoine là, du territoire. Finalement, ici, à Buckingham, on a la chance d'avoir Halloween au village organisé par le Carrefour culturel Estacade. Ça a lieu le 20 octobre. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Même chose que les autres années, c'est une tradition, hein, c'est très beau, c'est une des meilleures façons de fêter l'Halloween. Et donc, on y trouve de l'animation familiale, des structures gonflables, un concours de costumes, des spectacles et évidemment, il y a la marmite de bonbons. Et l'activité est gratuite, mais on demande une contribution à la marmite, justement. Bien sûr. Merci beaucoup, Jessie Laflamme. Merci à toi. La Caisse des Jardins du Cœur-des-Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Pour terminer l'émission, on parle finances. Plus spécifiquement, on parle du concept CELI. On en entend parler, mais est-ce qu'on sait exactement c'est quoi, à quel point ça peut être utile? Et on en parle avec Daniel Bordelot, planificateur financier. Bonjour. Bonjour, Florali. Un CELI, qu'est-ce que ça veut dire? C'est 4 lettres, ça signifie 4 mots. C'est ça. Compte épargne libre d'impôt. OK? Alors, c'est une enveloppe. Comme un REER, c'est une enveloppe. Okay? On peut mettre de l'argent. On peut mettre de l'argent. L'argent qu'on met, on n'a pas de déduction d'impôt dans le CELI. Par contre, tous les revenus qui sont générés, intérêts, dividendes, gains en capital, c'est libre d'impôt. On ne paiera pas d'impôt dessus. Donc, quand on va retirer l'argent, si à un moment donné, on veut retirer cet argent, pas d'impôt à payer. C'est ça. Excellent. Pas de casse-tête. Excellent. Et je dirais qu'il n'y a pas d'impact pour les personnes âgées qui retirent leur sécurité de revenus ou leur régie des rentes. Ce n'est pas affecté, disons, à ce niveau-là. Qui peut? Qui peut? Qui peut avoir Premièrement, il faut que la personne ait un minimum de 18 ans OK. dans l'année où est-ce qu'elle cotise. OK? Et il faut avoir un numéro d'assurance sociale résident permanent canadien. Est-ce que peu importe notre revenu, c'est avantageux de cotiser dans un CELI? Je dirais que oui. Toutefois, il s'agit de voir c'est quoi, disons, l'objectif principal. OK? Donc, allez à partir de là. Il y a différents véhicules de placement qui existent. Il y a des comptes d'épargne libre d'impôt, il y a des fonds de placement. On peut avoir un CELI avec des actions, des obligations. L'inventaire est tellement vaste là, que vraiment, il faut consulter, disons, un professionnel. Mais ce qui rassemble tout ça, bien que le véhicule peut différer d'un CELI à un autre CELI, ce qui rassemble tout ça, c'est qu'on n'a pas d'impôt, encore une fois, à payer quand on va retirer notre montant d'argent. Oui. C'est l'essentiel. Oui.
À chaque année, combien on peut mettre d'argent dans un CELI? Est-ce qu'il y a une limite? Actuellement, on est plafonné avec un montant de 5 500. Le programme a commencé en janvier 2009. Donc, quelqu'un qui n'a jamais cotisé dans un CELI et qui avait 18 ans en 2009 pourrait arriver et cotiser 57 500 aujourd'hui. C'est quand et même des revenus beaucoup. qui sont libres d'impôt. On pourrait avoir des revenus de combien si on plaçait, par exemple, un 50 000 au bout d'un an? Ça dépend du véhicule. C'est ça. Ça dépend dépend si du c'est véhicule. court terme, C'est moyen ça. terme, C'est ça. long terme. Considérant que les sommes sont maintenant très élevées, on devrait plus considérer des placements long terme dans le CELI. OK. OK? De ce côté-là. Quand on décide de faire un CELI pour la première fois, de placer de l'argent dans un CELI pour la première fois, Oui. on devrait faire attention à quoi? On devrait se questionner sur quoi? Ce que je dirais, c'est que pensez à garder les CELI à l'intérieur de la même institution financière. Pourquoi? C'est parce que quelqu'un qui fait des dépôts et des retraits de façon régulière, OK? À un moment donné, il faut s'assurer qu'on ne dépasse pas le plafond de nos droits, OK? Parce que si, disons, on dépasse les limites permises, c'est le capital sur lequel on est pénalisé par un montant de 1 %. Donc, quelqu'un qui a excédé ses cotisations de 10 000 se voit imposer une pénalité sur une période de 1 an. On parle de 1 200 $. Ça pourrait aller jusqu'à 1 200 Oui. Donc, par exemple, cette année, si moi, j'ai toujours cotisé dans mon CELI depuis 2009 et que cette année, je mettrais un 7 000 plutôt qu'une limite de combien cette année? Mais cette année, c'est 5 500. 5 500 cette année, c'est la limite. Donc, j'excéderais de 1 500 j'aurais... Pas nécessairement. Si tu as des droits non utilisés... Mais disons que j'ai tout utilisé. Oui. J'ai OK. tout utilisé mes droits. Moi, j'oublie, je me dis, oh, j'ai de l'argent à placer, puis finalement, j'en place trop. Je vais Oui. être pénalisée sur un 1 500 placé Oui. en trop. Oui. Si tu t'en rends compte immédiatement, on peut faire le retrait, il n'y a aucun problème. OK? Si tu l'oublies, bien disons qu'à la fin de l'année, il y a des calculs qui se font par le gouvernement et vous recevez un avis de cotisation l'année d'après. Oui, parce qu'il faut quand même imprimer là, tout ce qui se passe avec notre argent. Il faut donner des preuves au gouvernement. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose auquel on doit faire attention Oui. pour ce qui est des CELI? Gardez ça dans la même institution, je l'ai mentionné tantôt, ne pas se fier sur l'information qui va être véhiculée par le gouvernement pour les états de compte, parce que c'est seulement mis à jour une fois par année. OK. Merci beaucoup des précisions, Ça fait M. plaisir. Bordelot. Je vous laisse là-dessus, tout le monde. Merci d'avoir été là. On se dit à la semaine prochaine.